Première année, théorie à connaître pour l'examen. Premier chapitre, diviseur et multiples. Dans ce chapitre, vous devrez être capable d'écrire l'ensemble des diviseurs d'un nombre et l'ensemble des multiples d'un nombre. Commençons par les diviseurs. Alors, les diviseurs, ça se notera donc div de 12 est égal entre accolades. Le premier nombre sera toujours 1 comme diviseur. 1 va avec qui pour faire 12? Eh bien, il va avec 12. Ensuite, on sait que 12 est divisible par 2. Il va avec 6. 12 est également divisible par 3 et il va avec 4. Ensuite, il y a 6, mais on l'a déjà noté, donc on s'arrête là. Pour les multiples d'un nombre, le premier nombre dans l'ensemble des multiples sera toujours 0. Ensuite, on va citer donc tous les multiples. Attention ici, l'ensemble est un ensemble qui est illimité. Pourquoi? Parce que les multiples, ça va jusqu'à l'infini. Tandis que l'ensemble des diviseurs, eh bien là, il y aura un nombre limité de diviseurs. Ensuite, nous avons vu ce qu'était un nombre premier. Un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre qui a deux diviseurs distincts, c'est-à-dire 1 et lui-même. Je vous ai noté ici les premiers nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19, etc. Remarque très importante, 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a pas de diviseurs distincts, puisqu'il a 1 et lui-même, mais lui-même c'est 1, donc ce ne sont pas des diviseurs qui sont distincts. Ensuite, un nombre carré, c'est quoi? C'est un nombre que l'on peut écrire sous la forme d'un produit de deux facteurs égaux. Exemple, 25, c'est égal à 5 fois 5. Autre exemple d'un nombre carré, c'est 81. 81, c'est 9 fois 9. Au niveau des expressions, on pourra dire que est diviseur de est la même chose que divise et est multiple de est identique à est divisible par. Dans ce chapitre, nous avons vu également les caractères de divisibilité. Vous devez être capable de savoir que pour être divisible par 2, il faut que le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour être divisible par 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5. Pour être divisible par 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Pour être divisible par 9, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. Pour être divisible par 4, attention, c'est le critère qui est le moins connu, il faut que les deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Pour être divisible par 25, il faut que le nombre se termine par 0, 0, 25, 50 ou 75. Pour être divisible par 10, il faut que le nombre se termine par un 0. Pour être divisible par 8, il faut que les trois derniers chiffres forment un multiple de 8. Et pour être divisible par 125, il faut que les trois derniers chiffres forment un multiple de 125. Ensuite, nous avons vu deux propriétés. Première propriété, si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre. Donc 12 divise 36, donc 12 divise tous les multiples de 36. Si un nombre en divise en divise deux autres, alors il divise leur somme différence. Donc on a 6 qui divise 600 et 12. Donc 6 va diviser 600 plus 12, c'est-à-dire 612, ou alors 6 divise 588, on a fait 600 moins 12. Voilà pour ce premier chapitre. Ensuite, nous avons vu les transformations du plan. Dans les transformations du plan, il existe 4 transformations du plan. Ici en première, on en a étudié concrètement 3. Et la rotation, on l'a un peu moins étudiée, vous l'étudierez un peu plus en deuxième. Dans une symétrie orthogonale, vous devez savoir que le verbe d'action, c'est retourner. Donc, on retourne à chaque fois une figure. L'élément caractéristique, c'est quoi? C'est un axe de symétrie. Donc, on retourne la figure à partir d'un axe qui est donc représenté géométriquement par une droite. Est-ce qu'il y a des points fixes? Eh bien oui, il peut y en avoir une infinité à condition qu'ils soient situés sur la droite, donc sur l'axe. Ici, par exemple, on a C qui est un point fixe. Au fait, un point fixe, c'est quoi? C'est un point qui est sa propre image. Ici, l'image de C, c'est donc C'. Au niveau de l'écriture, ici, on aura un S pour symétrie. Et là, vous voyez que j'ai mis une minuscule. Pourquoi une minuscule? Eh bien, parce que l'élément caractéristique, c'est une droite. Et une droite, ça se note par une minuscule. Attention, on aurait très bien pu noter 2 lettres majuscules, puisqu'une droite peut également se noter avec 2 lettres majuscules. Ensuite, nous avons la symétrie centrale. La symétrie centrale, là, le verbe d'action, c'est tourner d'un demi-tour ou tourner de 180 degrés si vous préférez. L'élément caractéristique, c'est un centre, le centre de symétrie, qui est donc représenté par un point. Est-ce qu'il peut y avoir des points fixes? Oui, il peut y en avoir un seul, le centre.
Au niveau de l'écriture, toujours un S pour symétrie, mais cette fois on va mettre une majuscule. Pourquoi? Parce que l'élément caractéristique c'est un point, et un point ça se note à l'aide d'une majuscule. La translation. La translation, le verbe d'action, c'est donc glisser. On va glisser ma figure. L'élément caractéristique, eh bien, c'est un vecteur. Donc le vecteur, il est ici, c'est représenté par une flèche. Est-ce qu'il y a des points fixes? Eh bien non. Pourquoi? Parce que tous les objets, enfin tous les points vont glisser. Donc il n'y a pas de point fixe. Au niveau de l'écriture, on mettra un T. Pourquoi? Parce que c'est translation. En indice, on viendra noter le vecteur. Rotation. Alors, en première, on ne doit savoir que eh bien, le verbe d'action qui est tourner, l'élément caractéristique qui est un centre de rotation cette fois, et donc qui est représenté par un point, et le point fixe, il peut y en avoir un. Au niveau de l'écriture, vous ne devez pas connaître ceci, ça c'est pour les deuxièmes, pareil pour ceci, c'est pas pour vous maintenant. Alors, diviseur et multiple, on revient donc à ce chapitre qui était donc composé de deux parties. On va donc réaliser la décomposition en facteur premier. La décomposition en facteur premier, c'est quoi? Eh bien, c'est réaliser ici la décomposition de 360, c'est-à-dire décomposer le nombre. Attention, à droite, je ne veux voir que des nombres premiers. 360, il est divisible par 2, ça fait 180, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Attention, à la fin, on renote donc 360 sous forme de produit de facteur premier. Ici, on compte le nombre de 2, il y en a 3, donc on met 2 exposant 3. Des 3, il y en a 2, donc on met 3 au carré, et puis on n'oublie pas le x5. Le but est d'arriver évidemment ici à 1 à la fin. Au niveau des puissances, vous devez connaître des puissances par cœur, donc si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment d'aller les revoir. En voici ici quelques-unes. 3 au carré, bah, ça fait 9. Pourquoi? Parce que c'est faire 3 fois 3. Dites-vous bien que si on a mis ici le 2 en exposant et qu'on n'a pas noté 3 fois 2, c'est parce qu'il y a une raison. Donc ne venez pas noter que 3 au carré est égal à 6. Ce n'est pas correct. C'est donc 3 au carré, 9. 2 au cube, ça fera donc 8. 1 à la puissance 4, donc 1 exposant n'importe quoi, ça fera toujours 1. Attention, petit piège, 5 exposant 0, par contre, ça fera toujours 1. Et ici, quand on a 2 exposant 5 fois 3 au carré, on applique ici la puissance 2 à la puissance 5, ça fait 32. Et 3 au carré, ça fait 9. Et puis on effectue le produit. Ensuite, on a vu les puissances de 10. 10 au cube, c'est égal à 1000. Pourquoi? Parce qu'on écrit 1 suivi de 3 zéros. Et attention, ne venez pas noter 10 suivi de 3 zéros. C'est le piège. Quand on a 10 exposant 5, du coup, on écrira 1 suivi de 5 zéros. 10 exposant 9, 1 suivi de 9 zéros. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Ici, si je vous donne un nombre et que vous devez le réécrire avec donc un nombre fois une puissance, bah ici, on comptera donc le nombre de 0. Ensuite, on a vu les priorités des opérations. Sur la route, il y a un code de la route. Et bien, dans des calculs, il y a aussi le code des calculs. Et ce code s'appelle PEMDAS. Vous voyez ici que je l'ai mis sous la forme d'un escalier. L'escalier, on le descend. Parenthèse, exposant, multiplication et division. À remarquer que ces deux-là sont sur la même marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont autant d'importance l'une que l'autre. Addition et soustraction, idem, c'est sur la même marche. Donc les deux opérations ont autant d'importance l'une que l'autre. Alors, pour résoudre des exercices, moi je donne une petite astuce, c'est-à-dire les blocs. On va commencer le calcul et je vais m'arrêter jusqu'à ce que je rencontre un plus ou un moins qui soit hors d'une parenthèse. J'avance, 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 stop. Ça c'est mon premier bloc et je démarre après le moins. J'avance, 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 stop, je suis à la fin de mon calcul, je n'ai plus croisé de plus ou de moins. Je vais donc calculer mon premier bloc, c'est-à-dire 10 au carré, 100 et 3 fois 4, 12. Et entre les deux, j'effectue donc une différence. Ici, idem pour mes blocs, je vais avancer jusqu'à ce que je rencontre un plus ou un moins qui soit hors d'une parenthèse. J'avance, 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 stop, premier bloc, puis j'avance, stop, petit bloc. Ici, attention, on va respecter les priorités des opérations, donc d'abord calculer l'intérieur de la parenthèse et puis l'élever au carré, et ainsi de suite. Alors, nous avons vu un autre chapitre qui s'intitule « Traitement de données et pourcentage ». Donc, dans ce chapitre, vous devez être capable de calculer des pourcentages. Vous devez savoir que quand on a 5% de 60, en fait, on fait 60 divisé par 20. Quand on a 10% de 60, on va faire diviser par 10. Quand on a 20% de 60, on va faire diviser par 5.
Quand on a 25% de 60, on va diviser par 4. 50% de 60, on va diviser par 2. En fait, toutes ces valeurs, je les fais par rapport à 100%. Alors, quand j'ai 75% de 60, en fait, je vais multiplier par 3 et puis diviser par 4. Quand je dois calculer 68% de 60, eh bien là, je vais faire 60 fois 68 divisé par 100. Alors, vous devrez être capable de calculer des augmentations et des réductions. Exemple, quand on a une TVA de 21%, la TVA donc revient à l'État, et donc c'est une valeur qu'on doit ajouter. Alors, pour ajouter cette TVA, vous pouvez soit la calculer et puis après l'additionner donc à la valeur de départ, ou alors vous pouvez le faire en un calcul, c'est-à-dire commencer par la valeur de départ auquel on va ajouter 21% de la somme de départ, c'est-à-dire de 200. On va donc calculer ici 21% de 200, ce qui représente donc 42 € puisqu'on fait 21 fois 200 divisé par 100. Vous pouvez tout simplement simplifier les zéros, ça fonctionne et on fait 21 fois 2, c'est super facile dans ce cas-ci. Et donc 200 plus 42, ça fait 242. On a donc bien une valeur qui est au-dessus de ma valeur de départ puisque c'est une TVA que l'on devait calculer. Par contre, si on a une solde de 20% sur un article, là, à la place de faire un plus, on fera un moins. Le procédé est identique, sauf qu'à la place de faire 21%, on fait 20%. Ensuite, vous devrez être capable de placer des points dans un repère cartésien ou de donner les coordonnées d'un point. Pour noter les coordonnées d'un point, eh bien, vous devez toujours noter d'abord le X et puis le Y. Le X, ça se lit sur l'axe des abscisses et le Y sur l'axe des ordonnées. Donc ici, en l'occurrence, le point A a comme abscisse 2 et comme ordonnée 3. Ici, le B a comme abscisse moins 4, comme ordonnée moins 2. Alors, vous devez également savoir identifier et construire des diagrammes circulaires, donc avec un cercle, des diagrammes en bâton avec des bâtons et un graphique évolutif, donc où on voit une évolution. Alors, on a également vu l'addition et soustraction avec les entiers. Donc, les entiers, ce sont des nombres négatifs. Donc, l'ensemble des entiers se note Z pour les entiers. Alors, vous devez être capable de calculer une valeur absolue. La valeur absolue, c'est quoi? Quand on a ici la valeur absolue, ça se note entre barres, de moins 3. Et bien, en fait, on garde juste le nombre sans son signe, donc ça fait 3. La valeur absolue de plus 5, eh bien, ce sera donc 5. Ensuite, on a vu ce qu'étaient des nombres opposés. Des nombres opposés, c'est quoi? Eh bien, ce sont des nombres qui ont la même valeur absolue, mais de signe contraire. On peut constater ici que plus 3 et moins 3 ont la même valeur absolue, c'est-à-dire 3, mais sont de signe contraire, puisqu'ici c'est plus et là-bas c'est moins. Petite remarque, quand on additionne des nombres opposés, eh bien, leur somme vaudra toujours 0. Vous devez être capable également de comparer des nombres négatifs et des nombres positifs entre eux. Quand on a plus 4 et plus 9, là c'est facile, c'est donc plus 4 qui est le plus petit. Attention par contre, quand on a moins 3 que l'on doit comparer à moins 2, eh bien là pour faire la comparaison, il faut un peu penser autrement, penser aux températures ou aux ascenseurs ou au compte en banque. Si on est au moins 3 dans un ascenseur ou au moins 2, eh bien où est-on au plus bas? Eh bien au moins 3. Si par contre vous devez comparer un nombre négatif et un nombre positif, là il n'y a même pas besoin de se poser une question, le plus petit c'est le nombre négatif. Alors, pour effectuer une somme de deux entiers, si on a une addition de deux entiers de même signe, eh bien on va tout simplement conserver le signe. Quand on a ici moins 2 plus moins 5, on conserve le signe et on va additionner les valeurs absolues en faisant 2 plus 5, donc ça fait donc moins 7. Si après on doit additionner deux entiers de signes différents, là on va donner à la somme le signe du terme ayant la plus grande valeur absolue. Qui est la plus grande valeur absolue entre moins 2 et 5? Eh bien c'est donc le 5. Donc la réponse sera positive et on va soustraire les valeurs absolues. On va donc faire 2 moins 5, ce qui fera 3, mais on sait que le résultat sera positif. Alors, attention, règle des signes successifs. J'insiste bien sur le fait que ces règles ne fonctionnent que quand les signes sont l'un à côté de l'autre. J'insiste. Quand on a plus, ça fait plus.
Quand on a plus, moins, ça fait moins. Quand on a moins, moins, ça fait plus. Quand on a moins, plus, ça fait moins. Autrement dit, quand on a chaque fois des signes qui sont identiques l'un à côté de l'autre, comme ici, le résultat sera positif. Quand on a des signes l'un à côté de l'autre qui sont différents, opposés si vous voulez, le résultat sera négatif. Quelques petites propriétés. L'addition et la soustraction sont symétrisables. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on additionne des nombres qui sont opposés, leur somme vaut 0. On a également vu que l'addition et la soustraction étaient commutatives, donc on appelle ça la commutativité. Ça veut dire qu'ici, on peut changer de place le moins 3 et le plus 2 en mettant 2 moins 3. Le résultat fera à chaque fois moins 1. L'associativité. L'associativité, vous devez penser à deux associés qui s'associent ensemble, donc on les lie, d'accord? Et donc pour ce faire, je vais mettre des parenthèses ici entre moins 3 et moins 7 pour calculer ça, ce qui fait donc moins 10. Petite remarque sur la commutativité pour que vous reteniez un peu mieux cette propriété. Dites-vous que quand vos professeurs vous changent de place, en fait, vous commutez en classe. Ça veut dire que vous restez toujours la même classe, sauf que vous avez changé de place. Ça ne change rien à votre classe. Là, c'est pareil. Vous pouvez changer les termes de place, ça ne change rien au résultat. Dernière propriété. On a vu que l'addition et la soustraction admettaient 0 comme élément neutre. Ça veut dire que dans ce genre de calcul, le 0 ne sert à rien. Donc, le résultat ici vaut 7. Dans ce chapitre, on a également revu les coordonnées d'un point. Donc, je rappelle que pour noter les coordonnées d'un point, je vais l'expliquer juste avant, mais je le rappelle, on note d'abord l'abscisse et puis l'ordonnée, le Y. Passons maintenant au quadrilatère. Alors, c'est quoi un quadrilatère? Un quadrilatère, c'est une figure qui a 4 côtés. Les quadrilatères, on peut les classer un peu comme une grande famille, d'accord? Avec comme quadrilatère le plus ancien, celui qui a le moins de propriétés, le quadrilatère quelconque. Donc, il a juste comme particularité d'avoir 4 côtés, c'est tout. Ensuite arrive le trapèze. Le trapèze, lui, il a quoi comme particularité? Il a 2 côtés parallèles, ici AB est donc parallèle à DC. Donc, on dira que les segments AB et DC sont parallèles. Le symbole parallèle est donc noté ici par 2 slash. Ensuite, après le trapèze, on a le parallélogramme, qui est donc ici. Le parallélogramme a quoi comme définition? Il a des côtés opposés qui sont parallèles. Hop, 2 à 2. On notera donc que AB, le segment AB, est parallèle au segment DC et le segment AD est parallèle au segment BC. Après, le parallélogramme se divise en 2 catégories, un peu comme si on avait des faux jumeaux. On a d'un côté le losange et de l'autre le rectangle. Ils ont donc chacun leur particularité. Le losange, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a 4 côtés de même longueur. Donc on dira ici que le côté AB a la même longueur que le côté BC, qui lui-même a la même longueur que CD et qui a enfin la même longueur que AD ou DA, peu importe. Après, de l'autre côté, on a le rectangle. Lui, le rectangle, qu'est-ce qu'il a comme propriété? C'est qu'il a 4 angles droits, ici. On notera donc que l'amplitude de A est égale à l'amplitude de l'angle B, qui est égale à l'amplitude de l'angle C, qui est égale à l'amplitude de l'angle D, et le tout vaut donc 90 degrés. Et puis, avec ces faux jumeaux, on obtient qui? Le carré, qui lui hérite donc du losange et du rectangle. Et donc, le carré, sa définition, c'est quoi? C'est d'avoir 4 angles droits, comme le rectangle, et 4 côtés de même longueur, comme le losange. Et donc, on renote les mêmes propriétés que le losange et le rectangle. À savoir que du coup, un carré est un losange et un rectangle. Attention, un rectangle n'est pas un carré par contre, et un losange n'est pas un carré. Et je peux chaque fois remonter comme ça dans ma famille des quadrilatères. Ensuite, il y a quelques propriétés au niveau des diagonales d'un quadrilatère. Ce sont des questions qui sont souvent posées aux examens. C'est-à-dire que le parallélogramme, lui, ces diagonales, si on les trace, on constate qu'elles se coupent en leur milieu. Le rectangle, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Les diagonales se coupent aussi en leur milieu, mais en plus, elles sont de même longueur. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit que j'ai mis les mêmes symboles. Là-bas, j'avais mis des symboles, mais différents. Et puis on a le losange, souvenez-vous, les faux jumeaux. Ils ont donc un truc en commun, mais une propriété qui les différencie. C'est-à-dire qu'ici, les diagonales se coupent aussi en leur milieu, mais par contre, elles se coupent perpendiculairement, donc elles n'ont pas la même longueur, d'accord? Et puis le carré, comme je vous l'avais dit, c'est un mélange du losange et du rectangle, donc lui, en fait, il a toutes les propriétés. Les diagonales se coupent en leur milieu,
Elles sont de même longueur et elles se coupent perpendiculairement. Je peux d'ailleurs mettre les petits symboles ici. Là aussi, je ne les ai pas mis. Voilà. Hop. Donc, 3 propriétés à connaître. Passons maintenant aux triangles. Les triangles, eh bien, c'est quoi? Eh bien, ce sont des figures à 3 côtés. On peut classer les triangles sous 2 catégories différentes, soit en fonction de leurs angles, soit en fonction de leurs côtés. Commençons par les côtés. Soit ici, un triangle scalène. Un triangle scalène, c'est quoi? C'est une figure qui a 3 côtés de longueur différentes. Donc ici, on voit les 3 côtés et les longueurs sont différentes. Ensuite, nous avons le triangle isocèle. Le triangle isocèle a quoi? Eh bien, lui, il a 2 côtés de même longueur. Donc, on notera que la longueur de AB est égale à la longueur de BC. Et puis, nous avons le triangle équilatéral qui, lui, a 3 côtés de même longueur. Donc, on sait que AC aura la même longueur que BC, qui lui-même aura la même longueur que AB. Concernant les angles maintenant, nous avons le triangle acutangle. Un triangle acutangle, c'est quoi? Eh bien, c'est un triangle qui a 3 angles aigus, c'est-à-dire que les 3 amplitudes sont donc inférieures à 90 degrés. Ensuite, nous avons le triangle rectangle qui, lui, a 2 angles aigus, ces deux-ci, et un angle droit. Donc, A a une amplitude qui est plus petite que 90, C idem, et B, par contre, est égal à 90 degrés. Ensuite, on a le triangle obtusangle qui lui a 2 angles aigus et un angle obtus. Donc ici les 2 angles aigus et l'angle obtus est donc compris entre 90 et 180, 90 étant à rejeter et 180 également pour l'amplitude de B. Ensuite, nous avons les droites remarquables d'un triangle. Alors les droites remarquables d'un triangle, il en existe 4. On a bisectrice, hauteur, médiatrice et médiane. Souvent les élèves les confondent, on va donc voir ça d'un peu plus près. On commence avec la hauteur. La hauteur, vous devez retenir 2 caractéristiques. Sommet, c'est-à-dire qu'elle passe par un sommet et elle va rejoindre le côté opposé perpendiculairement. Vous avez donc besoin de votre équerre pour la tracer. La médiane, vous devez retenir milieu et sommet. Donc, elle passe par le milieu d'un segment et va rejoindre le sommet opposé. Après, on a la bisectrice et la médiatrice. La médiatrice et bisectrice, je vous conseille de les tracer au compas. Si vous ne vous souvenez plus comment on trace les droites remarquables, il y a des vidéos qui les expliquent sur ma chaîne. Alors, médiatrice. Média, ça veut dire milieu. D'ailleurs, je n'ai pas dit là-bas, mais médiane, donc milieu. Retenez-le, comme ça c'est plus facile. Donc, médiatrice, elle passera par le milieu du segment et elle y passera perpendiculairement. Ensuite, nous avons la bisectrice. La bisectrice, elle passe par un sommet et elle va couper l'angle en 2 angles de même amplitude. Voilà pour les droites remarquables d'un triangle. Alors, parmi tout ça, vous devez être capable de connaître les différentes formules des périmètres et aires des figures. Alors, faut-il encore savoir ce qu'est le périmètre? Le périmètre, c'est quoi? C'est la longueur du contour. L'aire, c'est quoi? C'est la surface intérieure. Alors, voici les différentes formules qui sont donc à connaître. Au niveau du cercle ou du disque cercle, vous devrez calculer donc le périmètre. Ce sera donc 2 fois pi fois r. Petite astuce, vous pouvez retenir 2 pi r. Ça fonctionne bien pour le retenir. Après l'aire, là ce sera l'aire du disque et ce sera pi fois r au carré. Donc r c'est le rayon. Ensuite, le triangle, pour calculer le périmètre, eh bien, on calculera la somme des 3 côtés tout simplement. Alors si vous avez un triangle équilatéral, ce sera plus facile puisque ce sera 3 fois le côté. Si vous avez un triangle isocèle, ce sera 2 fois le côté de même longueur, plus le 3e côté. Au niveau de l'aire, pour un triangle, ce sera la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Pour le trapèze, pour le périmètre, on calculera donc la somme de tous les côtés. Pour l'aire, ce sera la grande base plus la petite base, entre parenthèses, fois la hauteur, le tout divisé par 2. Ici, évidemment, c'est un trapèze rectangle, donc c'est plus facile, mais sinon, vous devez tracer la hauteur. Ensuite, nous avons le losange. Le losange, pour le périmètre, ce sera 4 fois le côté, puisque la particularité d'un losange, c'est qu'il a 4 côtés de même longueur. Au niveau de l'aire, ce sera la grande diagonale fois la petite diagonale, le tout divisé par 2.
Le parallélogramme, le périmètre, ce sera 2 fois ce côté-ci plus 2 fois l'autre côté, puisqu'on a des côtés opposés qui ont la même longueur. Au niveau de l'aire, ce sera la base fois la hauteur. Le rectangle, ce sera donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. L'aire, ce sera longueur fois largeur. Le carré, plus facile, 4 fois côté pour le périmètre et l'aire, ce sera côté au carré puisque c'est côté fois côté. Alors, au niveau des notations et des symboles, vous devez savoir qu'un point se note à l'aide d'une majuscule. Donc ici, le point A se notera A avec une majuscule. Si on a une droite, deux possibilités. Soit c'est une droite avec une minuscule, donc ce sera la droite D, soit c'est une droite qui passe par 2 points, et là on mettra donc 2 points, donc c'est-à-dire 2 majuscules. Une demi-droite. Une demi-droite, ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Donc, on mettra un crochet pour dire ça commence là, et on ne mettra pas au crochet après pour dire ça continue. Évidemment, on met 2 majuscules. Pourquoi? Parce que ça passe par 2 points. Alors, un segment, ça a un début et une fin. Donc, crochet au début, crochet à la fin, et 2 points parce que ça passe par 2 points. Un angle, 2 possibilités de noter un angle. Alors, soit une lettre, soit 3 lettres. Attention, quand on note les 3 lettres, toujours mettre au milieu le sommet de l'angle, donc le sommet au milieu ici. Si par contre vous voulez parler de la mesure de l'angle, là vous devez mettre des barres. Dès qu'il y a la notion de mesure, on met les barres. D'ailleurs là je ne l'ai pas dit, mais quand on parle de la mesure du segment, on met des barres. Ok, donc là c'est quand on parle du segment, là c'est quand on parle de la longueur du segment. Donc ici pareil, c'est quand on parle de l'angle, et là c'est quand on parle de l'amplitude de l'angle. Ensuite, au niveau des symboles, parallèle, 2 barres, séquente, c'est 2 barres coupées par une droite, perpendiculaire, c'est un espèce de T à l'envers, et ce petit symbole-ci qui veut dire appartient, qui ressemble à l'euro, sauf qu'il n'y a qu'une barre. Alors, passons aux solides. Les solides, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de solides. On a les polyèdres et les non-polyèdres. Les polyèdres, ce sont des solides qui sont limités par des faces planes. Attention, ils ne roulent pas. Les non-polyèdres, ce sont des solides qui sont limités par des faces qui ne sont pas planes. Eux, ils roulent. Exemple, cylindre, le cône, la sphère. Ici, exemple de polyèdre, le cube, le prisme droit, la pyramide. Alors, justement, prisme droit. C'est quoi un prisme droit? Eh bien, ça a des bases superposables et parallèles, et ses faces latérales sont rectangulaires. Les faces latérales, c'est ce qu'il y a autour. Ensuite, une pyramide, c'est quoi? Eh bien, sa base, c'est un polygone. Un polygone, c'est donc une figure à plusieurs côtés. Et les faces latérales sont des triangles. La perspective cavalière. Attention, si on vous demande de tracer, par exemple, un cube en perspective cavalière, donc pour donner de la profondeur à votre feuille qui est donc en 2D, vous devrez avoir avec vous l'angle de fuite et le rapport de réduction des fuyantes. Alors, position relative de 2 droites. Vous verrez que dans des solides, on peut déterminer si des droites sont parallèles, comme ici, ou si des droites sont séquentes, comme ici, donc elles ont un point d'intersection, ou bien si on a des droites qui sont perpendiculaires, ou bien si on a des droites, alors G ça veut dire gauche, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans le même plan, donc elles ne vont pas se croiser, il n'y a rien en commun entre ces deux droites-là, on dit qu'elles sont gauches. Au niveau du dénombrement d'un prisme, vous devez connaître les 3 formules suivantes, c'est-à-dire que pour trouver le nombre de sommets, on fera 2 fois le nombre de côtés de ma base. Au niveau des arêtes, on fera 3 fois le nombre de côtés de ma base. Enfin, le nombre de côtés, le nombre d'arêtes, si vous voulez, plutôt de la base. Et au niveau des faces, ce sera donc le nombre d'arêtes de ma base plus 2. Dans les solides, vous devez également connaître les formules des volumes. Alors, je vais être sympa et je vais vous dire tout de suite qu'il ne faut pas toutes les connaître. Celles-ci sont moins importantes, par contre, il faudra connaître plus celles-ci. Donc, un cube, ça c'est vraiment la base des bases. Le volume d'un cube, c'est donc l'arête au cube. Le cylindre. Le cylindre, c'est calculer l'aire de la base. Donc ici, ce sera un disque. Donc on fera pi fois r au carré fois la hauteur pour donner le volume.
Le prisme à base carrée, c'est le même délire. On va calculer l'aire de la base, c'est-à-dire comme c'est un carré A fois A, donc si vous voulez A au carré, fois la hauteur pour donner le volume. Et le prisme à base rectangulaire, pareil, on calcule l'aire de ma base, qui est donc un rectangle, longueur fois largeur, qu'on multiplie par la hauteur. Et les autres, on va dire qu'il n'y a pas besoin de les connaître. Ensuite, opération sur les entiers. On a vu qu'on pouvait multiplier deux entiers. Attention ici, quand on a un fois entre deux signes, eh bien du coup, on sait que plus ça fera plus, plus fois plus ça fera plus, que moins fois moins ça fera plus fois moins ça fera moins fois plus ça fera moins. Autrement dit, quand on a un produit de deux signes identiques, comme ici, le résultat sera positif. Quand on a un produit de deux signes à chaque fois qui est différent, le résultat sera négatif. Retenez que si on a un nombre A pair de moins, le résultat sera négatif. Et si on a un nombre pair de moins, le résultat sera positif. Quelques propriétés qu'on a déjà vues dans les additions et soustractions, mais que l'on revoit ici dans les produits. Eh bien, donc la multiplication est commutative, c'est-à-dire que l'on peut changer de place les facteurs sans changer l'ordre de mon calcul. La multiplication est également associative, ça veut dire que je peux associer par exemple 2 fois moins 5. Pourquoi ? Parce que 2 fois moins 5 ça fait moins 10, ce qui est plus facile pour calculer donc mon produit. La multiplication admet 1 comme élément neutre, ça veut dire que ici le 1 en fait ne sert à rien dans mon calcul. Rappelez-vous dans l'autre carte mentale que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était le 1 qui était neutre dans l'addition et la soustraction. Ici l'élément neutre c'est le 1. Et par contre, la multiplication admet 0 comme élément absorbant. Donc ici, le 0 est absorbant dans la multiplication. Donc ça veut dire que quand on a un 0 dans un produit, d'office, le résultat sera 0. Alors du coup, ça je viens déjà de vous l'expliquer en fait, mais je le redis. Donc signe d'un produit de plusieurs facteurs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le produit est positif. Vous voyez qu'ici j'ai 2 moins, donc 2 moins c'est pair, donc résultat positif. Si par contre le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le produit est négatif. Ici j'ai 1, 2, 3 moins c'est impair, bim, résultat négatif. Alors, signe d'une puissance d'un nombre entier. Quand on a moins a entre parenthèses avec un exposant pair, le résultat sera positif. Exemple ici, quand on a moins 3 au carré, ça fait 9. Quand on a moins a entre parenthèses exposant un nombre impair, ça reste négatif. Et donc, du coup, moins 2 au cube, ça fait moins 8. Le calcul littéral, qui est vraiment la partie la plus importante de première et surtout un chapitre qui est totalement nouveau pour vous par rapport au primaire. Donc, au niveau de la réduction d'une somme, attention, on ne peut additionner que des termes semblables. C'est quoi des termes semblables ? Ce sont des termes qui ont la même partie littérale, c'est-à-dire même lettre et même exposant. 2A plus 3A, c'est comme si on avait 2 ananas plus 3 ananas, ça fait 5 ananas. Par contre, 4 xylophones plus 5 yo-yo, ça ne donne rien, donc part. 3A carré plus 4A, ça a la même lettre, mais pas le même exposant, donc on ne sait rien faire. 3x moins x, c'est comme si ici, devant le x, on avait un 1. Donc en fait, 3x moins 1x, ça fait 2x. Donc dans les sommes, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Par contre, dans les produits, dans les produits, on peut faire ce que l'on veut. On n'est pas obligé de réfléchir à est-ce que ce sont des termes semblables. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne dit pas termes semblables, on dit facteur ici, puisqu'on est dans un produit. A fois B, ça fera donc AB. 3B fois 2B, ça fera donc 3 fois 2, 6. Et puis B fois B, ça fera B au carré. 4x fois 5y, 4 fois 5, 20. X fois y, xy. 2A fois 3A, 2 fois 3, 6. A fois A carré. Vous avez vu également dans ce chapitre la distributivité simple. Donc, on va distribuer ici le 6. 6 fois x, 6x. 6 fois 3, 18. Attention, des fois le nombre peut être après la parenthèse. On va d'abord aller multiplier le 2 avec le 5. Ça fera donc 2 fois 5, 10. Et puis 2 fois b plus 2b. Attention, si il y a un moins dans la parenthèse, on aura 4 fois 1, 4a. 4 fois moins 3, moins 12. Ici, 10 fois 6, 60. 10 fois moins c, moins 10c. Alors, vous avez après l'opération inverse de la distributivité simple, c'est-à-dire la mise en évidence. Et souvent, vous ne savez pas ce que vous devez faire quand vous avez un exercice où la consigne est la suivante, mais en évidence, là où les facteurs communs, vous êtes un peu perdu.
Pourquoi? Parce que quand vous voyez 2ax plus 5ay, vous vous dites, ah bah c'est un exercice comme là-bas, réduction d'une somme, on ne sait pas les plus 1 parce que ce ne sont pas des termes semblables. C'est vrai, mais ici je vous demande de mettre des facteurs communs en évidence. Donc qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux termes-là? Eh bien il y a 1. Donc je vais me dire a fois quoi va donner 2ax? Eh bien 2x. A fois quoi va donner 5ay? 5y. Et entre les deux je mets un plus parce qu'ici j'ai un plus. Alors, par exemple, on peut également mettre un nombre et le mettre en évidence. Quand on a celui-ci, 12ab plus 15bc, entre 12 et 15, j'ai 3 comme diviseur commun, qui est donc le plus grand diviseur commun, on appelle ça le PGCD. Et entre AB et BC, eh bien, il y a B comme lettre commune. Donc, je vais mettre 3B en évidence. 3B fois quoi donne 12AB, 4A. 3B fois quoi donne 15BC, 5C. Et je mets un plus entre les deux. Alors après, la suppression des parenthèses. Pour la suppression des parenthèses, quand on a un plus, on est cool. Déjà, le plus qui est ici, vous devez vous dire, je le prends, je le mets à la poubelle. Il est juste là pour me dire que je peux recopier les signes qui sont dans ma parenthèse sans rien changer. Donc, je vais avoir ici A plus B moins C. Pourquoi un plus? Parce qu'ici, même si ce n'est pas noté, c'est comme s'il y avait un plus. Par contre, quand j'ai un moins devant une parenthèse, là, je dois me dire attention, attention, alerte, alerte. Pourquoi? Eh bien parce que je vais devoir changer les signes des termes qui sont dans mes parenthèses. Je prends donc le moins qui est ici, je le fous à la poubelle, d'accord? Et je vais changer les signes des termes qui sont dans les parenthèses. J'ai moins A, je lui change son signe, ça va donc devenir plus A. Plus D, je lui change son signe, ça devient donc moins D. Au niveau des priorités des opérations, toujours la même histoire avec mes blocs. J'avance jusqu'à ce que je vois un plus ou un moins d'une parenthèse, donc stop, premier bloc, j'avance, stop. Distributivité simple ici est la suppression des parenthèses avec un plus, donc je suis cool, je distribue. Ça fait donc 3A plus 6, j'enlève mes parenthèses sans rien changer et puis je réduis mes termes semblables. Ça, c'est donc pour le calcul littéral. N'oubliez pas que dans ce chapitre, on a vu également des exercices de dénombrement, donc avec une suite de figures où on ajoute des petits carrés ou des petits segments, etc. Et donc n'hésitez pas à revoir cette partie-là. Dernière carte mentale, on a vu la proportionnalité. Alors, la proportionnalité, on a vu ce qu'étaient des grandeurs directement proportionnelles. Le rapport doit chaque fois être constant. Pour trouver ce rapport, on va faire K. K, c'est le coefficient de proportionnalité. Retenez que c'est coefficient comme s'il y avait un K, même si c'est bizarre. Et le coefficient de proportionnalité est égal à quoi? À la valeur de Y sur la valeur de X. Après, dans ce chapitre, on vous a rappelé la règle de 3. Je vous ai mis un exemple. On sait que 5 mètres carrés vaut 100 litres. Donc, on revient à 1 mètre carré parce que c'est plus facile. On va donc diviser par 5 là-bas. On divise par 5 aussi. Dans le but de chercher la quantité pour 12 mètres carrés, je fais donc x 12 là-bas. Donc, je fais x 12, 240 litres pour 12 mètres carrés. Après, vous avez vu les échelles. Alors, échelle, c'est quoi la formule? C'est la longueur représentée sur la longueur réelle. Ici, on constate qu'on a un exemple. Donc, on voit que mon échelle vaut 40 mm, donc 4 cm pour 100 km. Donc, je sais que 40 mm vaut 100 km. Donc, 100 km, ça vaut 1 milliard. Et donc, après, je vais diviser ici 40 mm par 40 pour obtenir 1 mm. Et comme ça, je sais que 1 mm, eh bien, ça vaut quoi? Eh bien, je divise 1 milliard par 40, ça va faire 2 500 000 mm. Donc, mon échelle sera de 1 sur 2 500 000. Voilà pour la matière de première, donc à connaître. Cette vidéo sert également pour les élèves qui sont en deuxième année et qui vont revoir le C1D. Bon courage à tous.